Lors d'une interview et à la question « Qu'aimeriez-vous recevoir pour votre anniversaire ?», vous aviez répondu « La légèreté de l'être, une cabane avec vue sur la mer ». Valère Marie Marchand, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation à cette escale de Jeanne. Avez-vous reçu depuis un ou les deux cadeaux que vous aviez souhaités? J'ai reçu la légèreté de l'être grâce à mon livre Spléno-Lavomatique, qui est un livre d'une renaissance, parce que j'avais eu quelques petits problèmes de santé et j'ai donné toute la, si vous voulez, ma ferveur, ma passion, ma légèreté aussi, ma désinvolture dans ce roman, qui est un premier roman et 15e livre. C'est pas... Oui, c'est pas sûr, justement. Alors la cabane, le deuxième cadeau que je voulais avoir, c'est une cabane au bord de la mer. Je ne l'ai pas encore. Voilà, j'ai pas encore ma maison d'écrivain. Cela dit, quand on est écrivain, on trouve partout le moyen d'écrire, y compris sur une table de café, y compris dans un lavomatique. Donc il n'y a pas vraiment de lieu dit. Donc ce lavomatique, il est à la fois autour de la légèreté de l'être et de cette vue sur la mer qui n'est peut-être pas la mer en soi, mais qui est une métaphore. Une mer intérieure. Une mer intérieure. D'ailleurs, dans la couverture là qu'on peut voir, oui, d'ailleurs qu'on voit derrière vous aussi. C'est un personnage, j'ai fait le dessin, c'est un personnage qui a la position du penseur de Rodin et qui se trouve en immersion. Je dirais que c'est le roman d'une immersion dans un lieu donné, au cœur de la ville, un lieu anonyme, furtif, un lieu de passage. Il s'immerge, il s'immerge, il s'immerge, il s'immerge. Il s'immerge tellement bien dans le linge qui est en train de tourner devant lui qu'il découvre ses vies intérieures. Alors, le lavomatique, Spléno-Lavomatique. Vous avez fait le dessin. Comment vous est venu le dessin? J'ai reçu une carte postale d'une amie du penseur de Rodin. Oui. J'étais en train de terminer mon roman. Mon éditeur avait sélectionné un dessin, parce que j'avais fait des dessins, et j'ai trouvé que cette image du penseur de Rodin, même si mon personnage est jeune, c'est un jeune homme, oui, qui était comme ça, la main comme ça, ce truc. J'ai dit, c'est ça. Parce que vous savez, quand vous passez devant les lavomatiques, vous voyez des silhouettes, ce sont des jeux de silhouettes. C'est ça qui m'a fasciné. Vous voyez des silhouettes dont les vies sont à l'arrêt. Des silhouettes en position, des silhouettes pensives. Et j'ai voulu suggérer à mon lecteur que toutes ces silhouettes pensives qu'on voit au coin de la rue, des fois dans un café, mais au lavomatique c'est encore plus probant, j'ai voulu donner cette impression, voilà, vous êtes dans vos pensées, vous êtes là sans être là. Votre linge tourne, votre vie tourne. Qu'est-ce se passe-t-il à ce moment précis? J'ai voulu, voilà, suggérer, parce que le penseur de Rodin, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Oui. Simplement, il a le poids de son existence. Rodin, c'est formidable. Hein. Oui. Il a le poids de sa pensée. C'est quelqu'un qui soutient le poids de sa pensée, soutient le poids de ses vies passées. Il cherche. Oui. Il cherche son équilibre. Oui, il est là. Il ne sait pas où, comme moi là, je vous parle, je ne sais pas où placer mes mains, vous voyez. Donc j'ai trouvé que c'était l'image qui me convenait à ce premier roman, qui est un roman de recherche un peu expérimental. Je reviens au titre. Vous m'aviez dit que souvent vous aviez comme ça des titres qui arrivaient, vous les consignez dans un carnet et ils reprennent vie dans un livre. Ce titre. Alors, ce titre, j'ai beaucoup cherché. Pour moi, le titre, c'est comme une destination au voyage. C'est une invitation. Une île, une invitation au voyage. Je tiens énormément à mes titres, pour le plus grand malheur de mes éditeurs successifs. Je tiens énormément à ce titre que j'ai trouvé le jour de mon anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il résume, à mon avis, très bien le projet du roman, c'est-à-dire de parler d'un Paris très ancien du 19e siècle, c'est la notion de spleen avec Baudelaire. Et lavomatique. Lavomatique, c'est comme un titre de musique. Oui. C'est comme une chanson. Et vous vous dites, Spléno-Lavomatique, c'est à la fois un titre musical et visuel. Parce que le mot spleen a ce côté aussi... À ce côté, il y a un timbre dans le mot spleen. Il y a un timbre. C'est la mélancolie, oui. C'est le mal-être. Et pas que. C'est aussi la recherche de soi-même. C'est aussi la ville. Donc voilà, c'est le Spléno-Lavomatique, c'est la ville de Paris, la ville d'hier ou d'aujourd'hui qui se... Et je pense que le 21e siècle rejoint le 19e siècle. C'est-à-dire, je suis très comme ça. Moi, je suis pour la rencontre entre différentes époques. Paris est une ville palimpseste. Comme un livre, vous avez des stratifications, des strates. Et dans le lavomatique, vous avez des strates de linge. Là, c'est une autre histoire. Alors, Émilien Dorval,
et l'ordinaire des jours qui devient fantastique. C'est un de vos personnages, c'est votre personnage. Émilien Dorval. Alors, mon roman est venu de la naissance de personnages et d'un lieu. Oui. Le premier personnage, avant Émilien Dorval, c'est le métronome. Le métronome, c'est celui qui donne le la du roman. C'est un homme qui a un pied beau, mais qui est très matinal et qui donne le rythme du lavomatique. Émilien Dorval me ressemble un peu. Il a oublié donc... C'est un jeune homme, trentenaire, plume à presque tout faire, artisan du verbe, funambule du verbe, journaliste freelance comme je le suis encore. C'est quelqu'un qui vit sur le fil de l'existence et le fil de ses redevenus. C'est un précaire. C'est quelqu'un qui vit avec 3 fois rien, mais qui en vit, qui réussit à en vivre. Il habite, pas n'importe où, il habite Passage Lhomme. Donc dans ces fameux passages du 12e, 11e arrondissement, où il y avait tous les artisans d'art. Je suis très attachée au Faubourg Saint-Antoine. Et je trouvais que cet Émilien trouvant refuge Passage Lhomme dans son petit espace 30 mètres carrés aussi. Oui. Il est dans sa tour d'ivoire, il se cherche encore. Et il va au lavomatique avec son manuscrit, avec une haute idée de la littérature. Alors là, une littérature, il a calligraphié son manuscrit. Et le drame. Il est un peu comme la Belle au bois dormant. Oui. Il s'endort sur son manuscrit. Ça m'est arrivé parfois, on s'endort. Et s'endormant, le manuscrit disparaît. Oui. Et à ce moment-là, au moment où il perd cette idée magistrale de la littérature, il tombe dans une autre réalité qui est la synesthésie. Oui. Il va se découvrir synesthète sans le savoir, puisqu'en observant, si vous voulez, il tombe dans la vraie vie. Oui. Le matériau est parti, le dur est parti. Le lieu le rattrape. Oui. Donc il se réveille, il a perdu son manuscrit, il prend connaissance avec le lavomatique. Et le lavomatique lui fait prendre connaissance avec lui-même. Oui. Et c'est un lieu ingrat, c'est un lieu froid, c'est un lieu où il y a plein de machines. C'est un lieu miroir aussi, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'extérieur vous voyez des silhouettes, vous rentrez à l'intérieur d'un lavomatique, vous voyez des hublots, qui sont comme des yeux. C'est une rangée de machines froides. Lavomatique est un lieu quand même assez emblématique de notre époque, puisque c'est l'un des lieux du libre service où l'homme est seul face à la machine. Avant, moi j'ai beaucoup aimé, vous avez lu La Clé des Rives. Oui. J'ai beaucoup aimé les lavoirs. Oui. J'adorais les lavoirs. Mais les lavoirs, en relation avec l'eau, j'en parlerai tout à l'heure. Oui. Mais les lavoirs, vous aviez le cri des femmes, les chansons des femmes. On confiait son linge au vivant et à l'air, au grand air. Le lavomatique, c'est l'inverse. Vous êtes dans un lieu clos, glauque, pas très engageant. Non, triste même. Triste. Et vous êtes seul. Vous déposez votre baluchon de linge sale, au propre comme au figuré. Dans un hublot. Et ce hublot, mon personnage, comme un enfant qu'il est encore, regarde le hublot avec sa force centrifuge, presque planétaire, et il tombe un peu comme dans un conte philosophique de l'autre côté du miroir. Alors, dans ce lavomatique, on a quand même des mots-clés. On a la métaphore du linge sale, du savon, du linge propre, du reste. Et en même temps, il y a, je dirais, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que cet hublot nous regarde et on le regarde. Et quelque chose se passe dans ce mouvement centrifuge en permanence. Oui, c'est un mouvement planétaire, c'est un mouvement centrifuge, c'est l'élan. Je dirais que mon roman est plein d'élan. D'élan gravitationnel, d'élan d'énergie qui se croisent, parce que mon personnage est heurté par la vie le bouscule. Il sort de sa couveuse qui est son studio, il va dehors, il est complètement désorienté. Et dans ce lavomatique, qui est aussi un lieu clos, il est bouleversé par cette forme de mouvement intérieur. Alors vous avez une phrase, ce que j'ai essayé de faire, vous avez une phrase de Nathalie Sarraute qui pourrait le résumer. Elle dit « L'écriture est une façon d'écarter le mur d'apparence qui nous entoure ». Je pense que l'écriture est une façon d'écarter le mur d'apparence qui nous entoure. Je répète la phrase, comme le lavomatique, comme le ressassement. Voilà. Parce qu'il faut répéter les phrases d'un livre pour bien les savourer. Surtout votre écriture, parce qu'il y a beaucoup d'images qui passent dans une phrase, il y a du mouvement, et en même temps, il y a un ressenti, on le sent. Après votre livre, je ne suis plus jamais rentrée dans un lavomatique normalement.
Oui, parce que c'est une prise de possession de la réalité. Et je crois qu'un écrivain doit prendre possession des lieux inhospitaliers. Le Lavomatique est un lieu qui n'est pas fait pour vivre, même s'il y a beaucoup de précaires, de SDF qui viennent. C'est l'un des rares lieux où vous avez des bancs, encore des bancs, où vous pouvez vous asseoir, où vous pouvez laver votre linge. Mais c'est difficile, parce que moi je l'ai fait, d'exposer son intimité en public. Quand vous êtes précaire et SDF, il y a de la gêne à exposer sa crasse, forcément, exposer ses vies passées. Vous êtes gêné. Donc chacun est dans son intimité et chacun se regarde en biais. Les gens ne se regardent pas en face dans un lavomatique. C'est un secret, le linge sale? Oui, c'est un secret, mais c'est quelque chose, comment vous dire, c'est le bilan de votre passé, c'est le bilan de la semaine, c'est le quotidien, c'est la façon aussi dont vous allez faire avec ce linge sale. Est-ce que vous le lavez 2 fois par semaine, 3 fois par semaine ou tous les jours? Il y a une notion très importante aussi, mais j'arrête de creuser, mais c'est la notion de cycle. Oui, le cycle justement. Vous avez le trempage, le trempage, le lavage, le rinçage et l'essorage. Et dans la vie, c'est pareil. Vous êtes jeune, vous vous immergez dans la vie comme mon Émilien, il est en plein trempage existentiel, lui. Plouf, il tombe. Après, il y a le lavage, donc c'est l'expérience de la vie qui vient, qui tourne. Après, vous avez, donc on l'a dit, le rinçage, donc là aussi, paf, paf. Et on reçoit des vagues. Et l'essorage final. Et le séchoir, parce qu'il y a aussi des armées de séchoir. Donc séchoir, c'est la leçon que vous allez tirer de vos vies passées. Donc je me suis beaucoup intéressée au cycle. Voilà, justement. Et le linge propre, parce qu'il ressort plus ou moins propre. Il n'est jamais totalement propre. Il n'est jamais totalement propre. C'est une illusion. Non. Il y a toujours la trace. Et puis il y a des gestes. Alors j'ai été très sensible aux gestes. Par exemple, vous avez 2 femmes à un moment donné. Moi je sais que c'est des souvenirs de famille. C'est plutôt pour le geste des femmes. D'étirer un drap. Qu'on plie un drap. C'est des petits gestes du quotidien, mais qui font partie de notre culture. Et je suis très sensible à ça. À cette notion de geste, on plie un drap, généralement la mère et la fille, la petite fille et la grand-mère. Moi, j'ai ça dans ma famille, j'ai des souvenirs avec ma grand-mère, avec ma mère, avec ma sœur, où on plie le drap, où on récupère le drap quand les draps sèchent dehors. Donc il y a un rapport au linge. Le linge est quand même notre corps social. L'habit nous habille autant qu'il nous déshabille. Bien sûr. Donc vous créez une image, c'est votre seconde peau. Et ça m'a vraiment intéressée, cette notion de seconde peau, de vous déposer comme vos vos peaux de la vie passée. Vous les confiez à l'eau, au lavomatique, vous les observez ou pas, et le temps fait son œuvre. Et le temps est là, il est toujours là. Il y a un espace, temps qui est très profond. Il y a un espace-temps qui est très profond, mais je n'ai pas voulu faire un huis clos complètement. Non, au contraire. J'ai voulu faire sortir mon personnage. C'est-à-dire, il n'est pas qu'au lavomatique. Le lavomatique, c'est comme son nombril. Il retourne, il a un point fixe. Il retrouve dans ce lavomatique qui l'intrigue, puisqu'il y a perdu son manuscrit, qu'il est obsédé par son manuscrit. Mais il va entre son studio, le lavomatique, la place de la Bastille, et tout ce quartier Saint-Antoine qui est foisonnant de découvertes. Moi, j'adore Paris. Donc, le 3e personnage, en arrière-plan, c'est la ville de Paris. Où vous êtes... un Paris ancien, un Paris faubourien, un Paris... Tout à l'heure, vous nous lirez un passage d'ailleurs sur Paris, je crois. Toujours dans ce livre, vous avez aussi... vous parlez du mot infini. Qu'est-ce que l'infini? L'infini, c'est l'invitation au voyage. Il y a une notion qui me tient à cœur, et c'est pour ça aussi que j'ai un personnage jeune. Je suis encore un tout petit peu jeune. Vous êtes jeune. Un tout petit peu. Une notion qui me tient à cœur, c'est la notion de seconde chance, la notion de faire page blanche dans sa vie. Malheureusement, actuellement, vous êtes tout de suite étiqueté, vous avez très peu de possibilités de faire page blanche. Mon personnage, c'est une éternelle page blanche. Il est tellement inadapté, inadaptable, que finalement, chaque journée passe sur lui, s'inscrit, imprime en lui, il découvre. C'est un éternel découvreur. Alors, l'infini pour moi, c'est le désir, c'est l'appel de l'ailleurs,
c'est le contraire de l'espace clos. Mais cet infini, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le trouver dans un espace très restreint. Virginia Woolf était très forte là-dessus. Oui. Je trouve que la traversée des apparences, la ville, cette notion comme ça de... C'est imperceptible, vous vous croyez perdu. L'infini même de la solitude, l'infini de vos souvenirs, l'infini de votre vie intérieure. Pas que l'infini, bêtement, regardez la mer, j'adore la mer, j'adore l'océan. Mais c'est de se laisser porter par quelque chose qui vous dépasse. Et l'écriture, c'est ça. Quand je me mets à écrire, moi j'aime bien qu'au bout de ma phrase, il y a un mot que je ne connais pas qui va venir à ma rencontre. Et j'aime bien être surprise en écrivant. Sinon, je n'écrirais pas. C'est votre légèreté de l'être aussi, cet infini. Oui, et aussi de se débarrasser de sa pesanteur. J'ai de la pesanteur comme vous-même, nous en avons tous. Mais c'est de découvrir une sorte de jeunesse, d'élan, de pulsation. Parce qu'il y a beaucoup de rythme. Oui, il y a du rythme. En lavomatique, vous avez un souffle, la notion de souffle en écriture. Moi, tous les matins, j'ai déjà dit pour différentes rencontres, je fais comme un cuisinier, je fais ma récolte de mots tous les matins. Je suis aux aguets le soir c'est encore pire, parce que vous allez vous endormir, j'ai des mots qui viennent, alors je note, je suis aux aguets, et ces mots doivent avoir une saveur de l'instant. C'est-à-dire les mots, comme le vin, vous goûtez, il faut qu'ils s'imprègnent de l'instant vivant. Et j'ai mis beaucoup, non pas, je ne suis pas Émilien, mais beaucoup de ma vie, de substances, de petits détails, qui sont vivants, enfin je l'espère. C'est très vivant, c'est très beau. Vous avez aussi beaucoup de références dans ce livre. Au début, je me suis posé la question pourquoi. Vous faites référence à Balzac, à Camus, Clésio, ces références. Parce que j'aime beaucoup qu'une phrase soit à la fois nourrissante et nourricière. Oui. Moi, je n'aime pas du tout la prose anorexique. Je n'aime pas même faire du style pour faire du style. Je ne vais pas vous dire, je l'ai fait à un moment donné. Hein. Quand on commence à écrire, on s'écoute beaucoup écrire. Moi, j'aime que les mots, c'est un terreau fertile. Oui. Ils se fertilisent eux-mêmes. Et je fais des citations. C'est-à-dire, mon personnage, il est aussi comme moi, et je ne vois pas pourquoi je me priverais du plaisir de citer des livres qui sont des livres amis, qui m'ont accompagné. Je vous cite la théorie de la démarche de Balzac qui est à redécouvrir, qui est un livre absolument étonnant de Balzac. Moi j'adore ce Balzac-là, inattendu lui aussi. Je cite aussi le Clésio qui pour moi a déclenché le désir d'écrire. J'avais 16 ans, j'ai lu Mondo et autres histoires. C'est la ville, c'est la solitude, c'est l'errance dans la ville. J'adore Désert aussi de le Clésio. Je cite aussi Camus. Je cite des auteurs plutôt de mes parents, Pierre Daninos, par exemple. Mais c'est pas pour prendre des béquilles, ni me dire, voyez, je suis cultivée. Non, pas du tout, je suis pas du tout cultivée. Mais je vis les mots. Je me souviens de ma grand-mère et de mes grands-parents. Pour eux, un livre, il était là, mais il y en avait un, deux, trois, ou une bibliothèque, hein, ça dépendait. Mais il vous accompagnait toute une vie. Ma grand-mère connaissait par cœur Kessel, elle connaissait par cœur Pagnol. Et pourquoi? Parce que c'était une parole amie. Voilà. Ce sont des amis. Et ils viennent dans mon écriture parce que ça fait partie de ma vie aussi. Voilà. C'est pas du tout. Et je pense, vous savez, Cocteau disait, il ne faut pas avoir du style, un style, il faut avoir du style. Ce qui vous permet d'observer un phénomène selon tous ses prismes. Oui. Et là, c'est un peu ça. J'observe selon le prisme de la culture, le prisme de l'observation gestuelle. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de prismes pour ce roman. Alors, justement, dans ce roman et dans d'autres romans, on a de l'eau. Et vous êtes quelqu'un qui est, je dirais, dans tous vos autres livres, il y a beaucoup d'éléments. Il y a les signes, il y a les alphabets oubliés, il y a les pierres. Les pierres ont une résonance particulière, et il y a l'eau. Je crois que c'est Xavier Houssin qui disait dans Le Monde que vous aviez une attirance particulière pour l'eau. Qu'est-ce que l'eau pour vous? L'eau, c'est la renaissance, c'est la matrice. J'ai même écrit un texte sur le placenta, donc c'est vous dire les eaux lustrales. L'eau, moi j'en ai besoin. Je suis quelqu'un, je marche et je nage. Je nage pas assez à mon goût actuellement,
J'aime la nage, qui est une forme de marche sur l'eau, voilà, enfin dans l'eau. L'eau, c'est une sorte de renaissance, de fluidité, et je pense avoir un style assez fluide aussi. Mon projet de départ pour les pierres, pour la clé des rives, je voulais faire 4 livres, un hommage à Bachelard. Oui. Donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Les éléments. Voilà les éléments. Il me manque l'air et le feu. Mais je ne sais pas si je le ferai, je ne sais pas. J'avais ce projet-là. J'avais ce projet de petits textes évoquant tous ces éléments. À la Bachelard, un petit peu. Mais très honnêtement, je ne sais pas si j'écrirai, parce que je ne sais pas. Vous savez, un livre, ça demande beaucoup de force, beaucoup de souffle. Nous commençons par l'eau et le souffle. Nous finissons par la terre ou le feu. Exactement. Donc les éléments de notre condition humaine sont omniprésents. Il y a un livre que vous avez écrit qui s'appelle Le facteur cheval, que j'ai beaucoup aimé. C'est un facteur qui tombe, ça tourne sur une pierre. Ouais. Et le choc avec la pierre lui fait découvrir un monde nouveau, ça le réveille. Le pouvoir de la pierre et le facteur cheval, parce qu'on retrouve peut-être un peu du facteur cheval dans ce livre. Mon Émilien est une sorte de facteur cheval urbain. Oui. Il tombe dans le hublot, voilà, il tombe sur une réalité qui le dépasse. Le facteur cheval, c'était le sable des chemins sur les pas du facteur cheval. C'est un personnage qui m'a fascinée parce qu'il fascinait mon grand-père. Oui. Et quand j'étais petite, il m'a emmené voir le palais idéal du facteur cheval. Donc c'est un peu un hommage aussi à ce grand-père. Ça m'a fascinée parce que c'est une sorte de... C'était un roman au départ, c'est une biographie imaginaire du facteur cheval. Donc j'ai pris des ingrédients pareils de la vie du facteur cheval, je les ai assemblés comme lui-même faisait son palais. Il a assemblé des bouts de sa vie, il a assemblé ses cartes postales, il a assemblé des citations, il a assemblé le chagrin qu'il a eu avec sa fille. Donc j'ai été émue par cet homme d'effort, de volonté, de combat et en même temps de rêve. Comme vous. Vous êtes une femme de combat et de rêve. Oui. Votre écriture aussi. Oui. Vous parlez souvent de quelqu'un debout et par terre en même temps, mais en effort. Il avance quand même. C'est une curiosité chez vous ou une envie d'aller voir encore. De ne pas rester ni par terre, ni debout seulement. C'est le combat entre la pesanteur. C'est le combat quand on a des échecs dans sa vie où il faut se relever. Moi, je suis quelqu'un de très, très combatif, de très volontaire. Un livre, c'est un parcours quand même en solitude, c'est une traversée en solitaire. Il y a beaucoup de joie, mais beaucoup de moments où vous êtes en pleine mer. Il faut y aller, il faut hisser les voiles, et même un livre après sa publication, il faut être à ses côtés. Donc, je suis quelqu'un qui combat. Je n'ai pas peur du risque, sauf physique peut-être, mais je vais assez à l'aventure, avec mon petit baluchon, 3 fois rien, mes phrases elles sont toutes petites. J'y vais quand même, je vais quand même au feu. Je pense que la vie, il faut aller au bout de ses limites, et ça vaut la peine de les vivre et de se tenir debout. Oui, il faut se tenir debout, mais il ne faut pas avoir peur. Vous tenez debout, mais quand vous apprenez à vous tenir debout, vous tombez. Oui, tombez plein de fois. Retrouver Et il faut tomber. Pour se relever. Et pour apprécier. Même dans une phrase, même dans l'écriture, vous êtes là, vous cherchez, c'est mauvais. J'ai ôté 100 000 signes à mon roman. C'est mauvais, c'est pas bon. Vous vous rendez compte, tous les grands écrivains qui sont avant vous, mais c'est une foule, là. Vous êtes tout petit. Vous tombez, vous cassez la figure, c'est pas grave. Il faut continuer. Emporté par le spleen olavomatique, j'ai omis de dire, mais je vais le dire, vous êtes journaliste, vous faites de la radio, vous avez une émission qui s'appelle Bibliomanie, vous invitez des auteurs justement à parler de leurs livres, et après vous écrivez aussi dans des livres, dans des revues d'art, comme la Gazette Drouot, et on y reviendra. Votre expérience de la radio, comment on passe de l'écriture, qui est, je dirais, comme vous l'avez dit vous-même, un acte solitaire, au micro? Alors la radio est venue à moi grâce à Jean-Luc Moreau, auquel je rends hommage, qui un jour par hasard m'a dit ça vous dirait de faire de la radio. Donc je suis tombée dans la radio par hasard. Ça m'a fait le plus grand bien, puisque vraiment
Le journalisme m'a fait d'abord le plus grand bien, parce que je suis quelqu'un de très introverti, de presque à l'origine pas mutique, mais j'étais plutôt dans le dessin, dans le silence. Donc si vous voulez, la radio m'oblige à sortir de ma bibliothèque. Ma solitude, je suis très bien, hein. Alors là, pas de problème. Moi, je suis vraiment une tête chercheuse, je suis toujours en train de chercher des idées, des trucs. Bon. Et la radio me permet d'abord de sortir d'une relative solitude, mais qui est comme tout être, et de formuler à voix haute l'émerveillement de lire. Oui. C'est un émerveillement. C'est une joie. Je ne fais pas non plus un effort. Je travaille beaucoup. J'ai un conducteur comme vous avez vous. Beaucoup, oui. Je travaille beaucoup parce que il faut respecter l'auteur que vous... Moi, je déteste les journalistes là qui vous disent « Et vous avez dit quoi ? Et vous allez nous dire quoi ?» Non, je ne pose jamais cette question-là. Oui, bien sûr. J'attends, par les mots de l'auteur, que quelque chose se produise. Donc c'est une relecture de son livre, parce que Bibliomanie, je me base beaucoup sur l'écrit, sur les phrases de l'auteur. Et c'est une conversation très simple. L'art de la conversation, malheureusement, actuellement, est complètement laminé par les réseaux sociaux. L'art de la conversation nécessite des silences, nécessite des hésitations, des maladresses, et une véritable rencontre. Moi, ça me fait le plus grand bien. Alors, pour l'écriture, je me suis rendu compte a posteriori qu'effectivement, la radio nécessite de poser sa voix. Oui. Et que peut-être, je dis bien peut-être, il y aurait une influence sur mon écriture. Peut-être. Peut-être. C'est pas sûr du tout. Oui. Il y a... Parce que votre écriture, elle évolue avec votre vécu. Oui, bien sûr. Moi, je me faisais vraiment aussi une autre idée de la littérature. Fallait, oh là là, faut être ceci ou cela ou rien. Et là, maintenant, je me dis, c'est pas grave. J'essaye de désacraliser l'écriture. Et le grand art, c'est d'être soi-même. Donc la radio vous apprend à être vous-même. J'en ai parlé avec quelqu'un qui s'appelait Jean Tardieu. Oui. Georges-Emmanuel Clancier aussi. Oui. C'est un lieu qui est vraiment littéraire. Parce que vous avez l'intériorité, vous avez un studio, vous avez le noir, enfin l'obscurité. Vous n'avez pas l'image. Et on est à 2 ou 3 dans un studio. Et c'est silencieux. C'est silencieux. Voilà. Et de là va naître une émotion, quelque chose qui va se passer par la voix. Donc c'est comparable à la solitude de l'écrivain qui est dans son... où qu'il est, où qu'il soit, va faire exister un livre par quelques mots, quelques phrases. Et votre invité, est-ce qu'il se découvre lui-même en parlant de son livre? J'ai fait de grandes rencontres amicales grâce à Bibliomanie. Et moi, ce que j'aime... Moi, j'avoue avoir lu des livres grâce à votre émission. Bah, tant mieux. Et je pense que j'attends, si vous voulez, parfois il y a une phrase. Moi, ce que j'attends d'une émission, c'est qu'on me donne une réponse à une question que je n'avais pas posée. Oui. Alors, il y a une émission que je n'ai pas faite, c'était avec Georges Haldas, qui est philosophe, poète. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a très, très, très longtemps, dans les années 90. C'était aux éditions L'Âge d'Homme, rue Férou. J'étais très jeune journaliste, je crois que c'était pour La Croix, très loin. J'arrive avec mon petit magnétophone. Et Georges Haldas, le café des philosophes, formidable, m'a donné une réponse, je ne vous dirai pas laquelle, mais je l'ai toujours en moi, qui résonnait dans ma vie. Et je lui ai peut-être incidemment aussi, pas qu'à Georges Haldas, il arrive parfois qu'une question, qu'une seule phrase fasse écho à la vie de l'interviewé. Mais c'est pas du tout interviewé-intervieweur. Oui. C'est un jeu de questions-réponses, comme la vie. C'est un peu l'histoire de mon livre. On pose une question à la vie vous répond de plein fouet, elle vous pose d'autres questions, et c'est à votre tour de répondre à la vie. Enfin, moi, si on passe sur un plan plus général. Donc, pour moi, c'est vraiment l'imperceptible à fleur de mots. Et l'art, comment vous avez grandi, je dirais, dans un monde artistique. L'art, c'est un peu chez vous. J'ai grandi dans un atelier, puisque ma mère est peintre. Je fais mes premiers pas dans un atelier d'artiste. Oui. Et ma mère s'est mise à peindre au moment où elle m'attendait. Oui. Donc vous êtes pratiquement... Je suis née en même temps que... Donc je suis née dans un atelier où elle écoutait la musique classique. D'ailleurs j'avais une petite table jaune. Ma mère, j'étais habituée, il n'y avait pas... Alors par contre, je n'ai pas appris à cuisiner, je n'ai pas appris rien. Vous avez appris à dessiner, à écrire? J'ai appris à dessiner, je dessinais beaucoup. Oui.
Et puis ma mère avait aussi ce qui m'a habituée aussi pour les rencontres avec des écrivains. C'est-à-dire je voyais des gens comme André Chédid, qui était ami avec ma mère, Georges-Emmanuel Clancier, enfin des écrivains qui venaient. J'ai pas connu Jean Paulhan, mais il était venu dans son atelier. Donc j'étais un peu habituée à la condition d'artiste, bohème. Il n'y avait pas d'argent tellement, mais il y avait on était nourris quand même pour autre chose. On était nourris. Il y avait de l'archéologie, il y avait des pierres. Il y avait des événements dans Paris. Je me souviens que ma mère m'emmenait à la Coupole. Elle me disait, tu vois, là, c'est Sartre. J'étais à l'enterrement de Simone de Beauvoir, bien sûr. Donc il y avait un contexte, pas beaucoup d'argent, mais 3 fois rien, l'art du peu, je dessinais, voilà. Je sais que vous aimez beaucoup Paris. Vous avez, dans votre livre, un texte sur Paris, parce que oui. il y a une poésie incroyable dans Spion Lavomatique, comme dans tous vos livres. Vous voulez nous lire un petit passage? Oui. Voilà, ça va être celui-là. Paris brûle-t-il? Ah, j'aime beaucoup celui-là. La neige s'était mise à tomber, c'était une neige rosée de couleur sableuse. Un pic de pollution assez élevé avait été annoncé en raison d'une remontée de nuages de poussière venus tout droit du Sahara. Même en plein hiver, le froid et le chaud agissent de concert pour déjouer les algorithmes de Météo France. En 2 heures à peine, Paris s'était couvert d'un épais tapis de flocons ocrés. Un vrai décor de film. Quelques heures plus tôt, tandis qu'Émilien remontait la rue de Charonne, il avait eu la très nette impression de vivre au rythme d'une photo chromo. Tout lui avait paru colorisé à outrance, tout y était surexposé, scénarisé et retravaillé par différents éclairages. Une giboulée crayeuse s'était rabattue par rafales sur certaines façades. Il y en avait de partout, de gros grumeaux de neige bien compacts, bien tassés sur eux-mêmes. Cette soupe ferrugineuse assez épaisse s'étendait en aplats plus ou moins homogènes à tous les coins de rue. On y dit, excusez-moi, une pluie de pop-corn, de la poudreuse fraîchement caramélisée. Un sentiment d'irréalité s'empara de ses yeux. Ce dérèglement saisonnier soufflait le chaud et le froid en plein cœur de Paris. Émilien songea au cataphile survivaliste. Il ne l'avait plus croisé depuis leur entrevue à la laverie et il se demandait ce qu'il était devenu. Il imagina, tel un ver à soie, emmailloté dans son sac de couchage, attendant une probable fin du monde. Il s'imagina lui causant et lui causant encore. Il ferma les yeux. Un long poème s'écrivit en lui. On y parlait d'effluves toxiques, de moussons lunaires, de ciel jaune et gris. On y décrivait la lumière voilée d'un Paris jonché de catacombes et de sous-sols cendreux. On y divaguait volontiers. On s'y confortait dans l'idée que tout a une fin. Et l'on y refaisait le monde au gré d'hologrammes, plus vrai que nature. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Je trouve qu'il y a une poésie dans tous vos livres. Et dans celui-là, elle est là. Elle nous guette et on la prend de plein fouet comme ça. Autre chose encore, parce que je vais garder la joie de lire moi-même un passage de La Clé des Rives, mythologie au fil de l'eau, que j'aime beaucoup, justement les eaux lustrales. Mais vous m'avez dit l'importance du mot maison. Là aussi, il y a une petite maison quelque part dans ce Lavomatique. Qu'est-ce que la maison? La maison, c'est très important. Alors, ça vient peut-être du fait, comme je vous l'avais dit, que je suis une enfant du divorce. Donc, j'ai assisté, enfant, à la séparation des maisons. Oui. Au puzzle de l'espace-temps. Cadet Roussel à 3 maisons. Mais oui, je passais mes week-ends chez mon père, la semaine chez ma mère. Oui. Et au moment de la séparation, bien sûr, tous les objets sont séparés. Oui. C'est une mort avant l'heure. Hein. Tout est dissocié. Ma mère a eu l'intelligence de nous acheter des tout petits objets, comme pour prendre le café, pour qu'on ait une racine dans les objets. Donc les objets pour moi et la maison, et je crois que ma sœur a aussi hérité du même syndrome de la maison, c'est très important. Alors la maison d'écriture, c'est très important. J'espère un jour, je pense que je vais la trouver. Et puis je dois dire aussi que je construis mes livres comme une maison. Finalement, mes livres, ce sont mes maisons.
J'ai même un projet de livre sur la maison, mais je construis vraiment mes livres comme une maison. Une maison, ça doit être accueillante. Vous avez le hall d'entrée, où le lecteur va rentrer progressivement. Oui. Vous avez la pièce principale, la pièce de vie, oui. Où il y a tous les personnages. Là, ici, la pièce principale, c'est le lavomatique, où vous avez le métronome, le cruciverbis, fleur de bitume, voilà. Tout un défilé de personnages. Vous avez la chambre à coucher, la chambre de l'intimité. C'est la chambre d'écriture, la chambre du retrait. On est seul vis-à-vis de soi-même. Et vous avez les fenêtres. Très important, les fenêtres. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce livre. Elles ont un double emploi, voilà. Dehors, dedans. Et dans un livre, une fenêtre, c'est quelque chose... Par exemple, je parle de Narcisse à un moment donné. Narcisse. Je parle de tableau aussi, du Caravage. Donc c'est une fenêtre culturelle, mais c'est pas qu'une fenêtre culturelle. C'est... Vous sortez du récit, une aparté. Oui. Et ça vous laisse peut-être, j'espère, le temps de réfléchir. Donc la maison, oui, c'est... J'ai une écriture, j'espère, constructive. Je construis mes phrases, je construis mes livres. Et je laisse l'écriture me construire. Ça, c'est une autre paire de manches. Je laisse l'écriture, elle vous construit. Elle m'a beaucoup améliorée. On mûrit en écriture aussi? Bien sûr. On grandit en écriture, on vieillit en écriture. On devient, par exemple, choses familiales, vous voyez, les choses... Vous voyez votre vie personnelle sous un autre angle, avec beaucoup plus de distance, je pense. Par contre, je n'écrirai jamais de choses autobiographiques, parce que là, ça vous oblige à revivre une seconde fois ce que vous avez vécu. Mais le vivant de l'écriture est quelque chose de, pour moi, comment vous dire, réparateur. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai eu un grand plaisir de ressusciter à travers des personnages des morts. Des morts. Oui. Des gens qui ne sont plus. Des silhouettes, parce que ce roman est aussi un jeu de silhouettes. Comme les ombres magiques, vous voyez. Donc j'ai dit, il n'est plus là, mais je vais ressusciter. Voilà. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir romanesque. D'où la nécessité d'avoir vécu. Si vous n'avez pas vécu un grand vécu, et j'ai eu vraiment, même des gens qui m'avaient insupporté, vraiment, et bien je les ai ressuscités par l'écriture. Leur vie était là, et la vie continuait. Est-ce que parfois les mots nous lâchent? Oui, mais même que même que les mots vous font faux beau, vous posent un lapin. Oui, c'est joli ça. Où il y a ce titre de Pascal Quignard, Le mot sur le bout de la langue. Pascal Quignard est un excellent conteur. Le mot sur le bout de la langue. Vous aussi. Non, mais même quand le mot il n'est pas là, ben vous en créez un autre. Vous en inventez un autre. Vous inventez un à peu près. C'est à peu près, c'est un autre langage. C'est pour ça qu'on écrit. Il y a un écrivain que je n'ai pas parlé, c'est Jacques Dupin, qui a écrit un livre qui s'appelle L'espace autrement dit. Et je dirais presque que l'écriture, c'est un espace autrement dit, autrement vu et autrement vécu. Voilà, ça vous permet de... Moi, si j'écris, c'est que la vie toute seule, elle ne me suffit pas. J'ai besoin qu'elle passe par les mots. Mais les mots, est-ce qu'ils me suffisent aussi? Pas forcément, mais c'est ce qu'il y a au-delà des mots, dans le silence des mots, et surtout le lecteur qui va vous... C'est ce qui se passe. En quelque sorte, oui, voilà. Parce que le livre, il appartient à vous. Exactement. En tout cas, Spin au Lavomatique, c'est aux éditions Héliopole, qui sont de très belles éditions. Et je vais, avant de finir, parce que hélas, on resterait des heures avec vous, et je dirais que c'est très émouvant d'interviewer quelqu'un qui lui-même fait de la radio, écrit, à un monde si vaste. C'est toujours très émouvant parce qu'on se trouve toujours infiniment petit. Non, faut pas. Moi, ma ferveur aussi va pour tous vos livres. Et pour ce texte, il y a l'extrait de La Clé des Rives, Mythologie au fil de l'eau, édition La Part Commune, Les eaux lustrales. Vous dites, hors des nuages et hors du temps, elle s'interroge et nous délivre des messages bien plus discrets que la rosée. Les eaux lustrales recueillent le geste et le verbe qui apaise. On les a crues sereines alors qu'elles étaient seulement en attente d'une autre vie. Les eaux lustrales pensent avec raison que l'on ne plonge jamais deux fois dans le même fleuve. Elles pensent avec raison également, elles apprécient le silence des moines et les cantiques de la nuit. Vous dites, à la veille de l'hiver, elles redeviennent plus distantes, plus attentives au monde qui les entoure,
Et de jour en jour, elles aspirent à une vie sans antécédent, ou à des rires plus légers qu'un feu d'herbe. Et je crois, Valère Marie Marchand, que c'est un peu votre aspiration. J'adore les feux d'herbe. Les feux d'herbe, voilà. Et cette eau toujours qui court. Ouais, j'aime beaucoup les feux d'herbe. De retrouver une sorte de légèreté à travers tous les hivers, les automnes, une sorte de printemps. J'adore le printemps. Je suis très... Et nous faisons notre interview au printemps. Exactement. Et votre livre, vos personnages, comme toujours, ils ne vont pas rester là. Ils vont bouger un jour. Oui. Non, ils sont vivants. Je compte faire une... En fait, j'ai assisté pour... Bon, Spleen Lavomatique est né du Club des Aquarelleurs, oui, qui était paru aussi aux éditions Héliopole. Ça m'a donné l'idée. J'avais fréquenté beaucoup les piscines à Paris. Oui. Donc j'ai fait une galerie de portraits. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fréquenté les lavomatiques. Voilà, parce que j'ai tardé à avoir mon propre lave-linge. Je suis immature en tout. Et j'ai assisté en cours d'écriture à une sorte de naissance d'une cartographie parisienne, intime. C'est presque comme du monsieur Jacques Tati, vous voyez. Oui, c'est presque dessiné. Il y a presque... Oui, il y a un côté dessin aussi. Oui, il y a un côté dessin. C'est pas le Paris. C'est animé, c'est le Paris la vie de quartier, que j'aime beaucoup aussi. La vie du quotidien. Donc j'ai une sorte de cartographie. Je vous parlais de mon grand-père tout à l'heure, il arpentait le faubourg Saint-Antoine avec une vénération, parce qu'il y avait tous les artisans d'art à l'époque. Donc j'aime bien ce Paris du geste, de l'acte de faire, des petits métiers, des artisans, des commerçants. Enfin, j'aime ça. Donc j'ai vu cette cartographie, je ne sais pas à quoi elle ressemble, je n'en ai aucune idée, mais j'aimerais beaucoup la prolonger. Donc Émilien va renaître dans un autre... déjà en train de renaître dans un autre manuscrit, avec un autre personnage, tout aussi inadapté que lui. Mais, la légèreté de l'être. Oui, et puis le côté pas... Aujourd'hui, comment vous dire, tout est posé, tout est sérieux. Je suis quelqu'un de très sérieux, très consciencieux. Triste d'ailleurs. Très triste, vous avez une étiquette, vous avez votre panoplie. Il y a le mot fin écrit dessus. Il y a le mot fin, les gens sont vieux avant l'heure, etc. On laisse plus le temps au temps. Oui. Et ces personnages un peu de guingois, ces silhouettes un peu, qu'elles soient vieilles ou jeunes, ça m'émeut beaucoup. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, affaire à suivre. Ben, à suivre, justement. Est-ce que vous pourriez me redire la phrase de Nathalie Sarraute que j'adore? Moi aussi, il faut que je me rappelle. L'écriture est une façon d'écarter le mur d'apparence qui nous entoure. Encore. L'écriture est une façon d'écarter le mur d'apparence qui nous entoure. Le mur d'apparence qui nous entoure. Pousser les murs. Pousser les murs. Ils existent. Nos peaux, nos vêtements sont des murs. Mais les repousser très très loin. Et à ce moment-là, peut-être, il y a autre chose qui s'apparente à l'être qui surgit. Un grand merci. C'est moi. C'était... On serait resté des heures. C'était donc l'escale de Jeanne avec Valère Marie Marchand. Oui. Elle s'appelle Valère Marie. Et on finira avec la musique de Jean-Sébastien Bach à la guitare Alain Waro, qui d'ailleurs est dans les coulisses de l'Exploit et prend aussi avec nous la vidéo. Voilà, il est resté bien silencieux. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Vraiment, et c'est un livre magnifique, Spleen Lavomatique, aux éditions Héliopole, comme tous vos livres d'ailleurs, vraiment. Merci beaucoup, merci, vraiment. Merci. Et merci infiniment au Café Restaurant Les Éditeurs qui nous ont si bien accueillis.